Les enfants de l'Antiquité n'avaient ni berceau, ni babyphone, ni pédiatre. Et pourtant, assez d'entre eux ont survécu pour bâtir toutes les civilisations connues. Comment un enfant de 4 ans pieds nus a-t-il pu survivre dans un monde peuplé de super prédateurs? La réponse est plus étrange qu'on ne le pense. Quand je dis enfant de l'Antiquité, je parle d'une immense période de l'existence humaine, pas d'une seule époque. Des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique il y a plusieurs centaines de milliers d'années, en passant par l'âge du bronze jusqu'à l'histoire écrite. Des climats différents, des outils différents, tout était différent, mais une chose est restée presque universelle dans tous ces mondes anciens. L'enfance, telle que nous la connaissons aujourd'hui, une bulle protégée dédiée à l'école et aux jeux, n'existait tout simplement pas. Cette idée est en fait une invention moderne, qui n'a que quelques siècles. Avant cela, les choses étaient très différentes. Un enfant, c'était une petite personne qu'on attendait de rendre utile aussi vite qu'humainement possible. Pas de salle d'attente autorisée. Voici la réalité brute que vous devez accepter. Un très grand nombre de ces enfants, tout simplement, n'ont pas survécu. Les scientifiques qui étudient les os et les dents anciens suggèrent qu'environ la moitié des enfants préhistoriques mouraient avant d'atteindre l'âge de 5 ans. La moitié. Certaines régions étaient plus touchées, d'autres un peu moins, mais nulle part on approchait des chiffres que l'on connaît à l'époque moderne. Donc quand je dis survivre à l'enfance, je ne veux pas dire en avoir une belle, je veux dire atteindre l'âge de procréer. Voilà la barre. Si tu atteignais l'adolescence, tu avais réussi. Tout le reste, c'était du bonus pour nos ancêtres. Comment savons-nous tout cela? Les os nous en disent long, et les dents nous en apprennent encore davantage. Les mailles dentaires enregistrent le stress, la maladie et la famine sous forme de bandes visibles. Les sépultures anciennes nous révèlent qui est mort et comment. Et les parallèles ethnographiques, les groupes de chasseurs-cueilleurs modernes étudiés par les anthropologues, nous aident à deviner les comportements qui ne se fossilisent pas. Ce n'est pas une image parfaite, mais ce n'est pas non plus une supposition. Il s'avère que la parentalité dans l'Antiquité ne ressemblait en rien à la nôtre. Voici la première chose qui va vous déranger. Les parents d'autrefois surveillaient leurs enfants bien moins que nous. Pas juste un peu moins, énormément moins. Imagine que tu es une mère du Paléolithique avec un vrai travail urgent à accomplir. Ramasser des racines, préparer les pots, entretenir le feu, surveiller le temps, c'est un travail constant, physique. Vous ne pouvez pas suivre un tout petit toute la journée en commentant ses choix. Et vous ne le faites pas. Le tout petit s'égare. Près du feu, près de la lisière du camp, parfois dans les broussailles, là où vivent vraiment les bêtes accros. Il existe un schéma magnifique et terrifiant dans les données anthropologiques concernant la façon dont les jeunes enfants vivent réellement dans les sociétés traditionnelles. On leur accorde une liberté physique stupéfiante. Ils manient des outils tranchants dès l'âge de 3 ou 4 ans. Ils marchent près des falaises. Ils s'approchent des feux ouverts. Les parents interviennent bien moins que ne le croirait n'importe quel parent moderne. Il n'existe aucune trace de parents hélicoptères dans toute l'histoire profonde de l'humanité. Absolument aucune. Pas une seule culture. Ce n'est pas que les parents d'autrefois étaient mauvais. La surveillance constante d'un enfant unique est une invention moderne. Rendue possible par des familles moins nombreuses, des foyers sûrs et beaucoup de temps libre que nous n'avons pas toujours eu. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe, l'espèce a manifestement continué. Vous êtes là, je suis là, en train de lire ceci. Assez de ces tout-petits sans surveillance ont survécu pour avoir à leur tour leur propre tout-petit sans surveillance, encore et encore, pendant des générations. Une négligence qui, curieusement, a fonctionné. Voilà l'énigme. Le secret n'était pas dans les parents, c'était dans tous les autres au camp. Il y a une expression que vous avez sans doute entendue 1000 fois. Il faut tout un village pour élever un enfant. Dans la vie moderne, ce n'est qu'un slogan. Dans la vie ancienne, c'était de la biologie pure. Les scientifiques appellent cela l'alloparentalité. L'alloparentalité désigne les soins apportés à un enfant par des personnes qui ne sont pas les parents biologiques, tantes, oncles, frères et sœurs, cousins. Dans une petite bande de 30 ou 40 humains, un seul enfant avait de nombreux gardiens qui veillaient sur lui chaque jour. Les grands-mères, surtout les grands-mères. Chaque adulte du campement était, dans un certain sens, responsable de chaque enfant qui s'y trouvait. Cela compte plus qu'il n'y paraît. Une mère pourrait déposer son bébé et s'éloigner en toute sécurité quelque part.
Un tout petit qui s'aventurait au loin était probablement surveillé par 3 autres adultes à proximité qui n'étaient pas ses parents biologiques. Quand une mère mourait, et les mères mouraient vraiment souvent, l'enfant ne mourait pas automatiquement avec elle. Il existe toute une théorie scientifique appelée l'hypothèse de la grand-mère, et elle transforme discrètement notre façon de concevoir le vieillissement. Elle suggère que les femmes vivent bien au-delà de leurs années fertiles pour une raison évolutive précise: la survie des petits-enfants. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, avoir une grand-mère encore en vie augmente de façon mesurable le nombre de vos propres enfants qui survivent. La longévité humaine elle-même, selon cette perspective, aurait été discrètement façonnée par les tout-petits d'autrefois, qui avaient désespérément besoin de leur grand-mère auprès d'eux. Et ce n'est pas tout. Des études montrent que dans de nombreux groupes de chasseurs-cueilleurs anciens, l'allaitement était en réalité partagé au sein de la tribu. Si une mère ne pouvait pas allaiter, une autre femme le pouvait souvent. Un bébé n'était pas lié à une seule source de lait. Ce simple fait a sauvé d'innombrables vies. La charge mentale liée aux soins des enfants était répartie entre tous les membres du groupe. Personne n'était épuisé, car personne ne s'en occupait seul. Comparez cela à un parent d'aujourd'hui, seul dans un appartement, à chercher sur Google des symptômes de fièvre à 3 heures du matin. Nous avons évolué pour vivre en village, pas pour ça. Mais partager les enfants ne fonctionnait que si les enfants eux-mêmes mettaient la main à la pâte et aidaient le groupe à survivre au quotidien. Voilà où cela devient inconfortable pour notre sensibilité moderne. Les enfants de l'Antiquité n'étaient pas seulement surveillés par de nombreuses mains, on attendait d'eux qu'ils participent, et il s'avère qu'ils contribuaient très tôt dans la vie, bien plus tôt qu'on ne le suppose. Des études menées auprès de groupes de chasseurs-cueilleurs actuels, les Hadza, les Haka et les Martou, montrent que les enfants manient de vrais outils dès leur plus jeune âge, vers l'âge de 4 ou 5 ans. Pas des jouets, de vrais outils. De petits couteaux, des bâtons à fouir, de petits arcs, et aussi des bâtons pour entretenir le feu. Et ils y deviennent bons rapidement. Dès 6 ou 7 ans, de nombreux enfants chasseurs-cueilleurs cherchent seuls leur nourriture. Ils savent quelles baies les tuent, ils savent quels insectes sont sans danger. Ils savent grimper, creuser et pister. Ce ne sont pas encore des experts, mais ils ne sont pas non plus démunis. Les archéologues retrouvent, dans des tombes, des versions miniatures d'outils d'adultes, de minuscules lames, de petites pointes de lance, des arcs taillés pour les bras d'un enfant. Ce n'étaient pas des décorations posées là pour l'apparat. C'était du vrai matériel de travail, adapté à un corps qui n'avait pas fini de grandir, mais qui contribuait déjà. Le jeu, pour un enfant de l'Antiquité, n'était pas un divertissement. C'était un apprentissage, déguisé en amusement, discrètement caché au cœur de chaque partie. Quand un petit enfant traquait un lézard avec un bâton taillé, il apprenait discrètement à chasser. Lorsqu'il construisait un abri avec des branches, il pratiquait l'architecture. Rien de ce qu'il faisait n'était jamais perdu. Voici ce qui m'a le plus surpris en me penchant sur le sujet. La conscience de soi se développe tôt chez les enfants à qui l'on fait confiance. Un enfant à qui l'on confie une lame dès l'âge de 4 ans n'est pas le même que celui à qui l'on interdit les ciseaux jusqu'à 8 ans. Ils perçoivent le danger autrement. Ils perçoivent leur propre corps autrement. Les compétences s'accumulent, discrètement, dès la toute première année. Mais aucune compétence brute ne suffisait à sauver tout le monde. Puis vint la partie que les parents modernes ne peuvent tout simplement pas supporter aujourd'hui. La sélection naturelle a fait le travail de parents que personne d'autre ne voulait faire. C'est la vérité laide qui se cache sous tout le reste. L'enfance ancienne fonctionnait, à l'échelle de l'espèce, non pas parce que les parents étaient des génies, mais parce que les enfants inaptes ne survivaient pour la plupart pas. Les nourrissons faibles ne survivaient souvent pas à leur premier hiver. Un bébé avec une malformation cardiaque, un enfant né trop petit, un tout petit incapable de combattre une simple infection. La nature l'a emporté, discrètement et sans relâche, sans le moindre avertissement. La médecine moderne sauve ses enfants couramment aujourd'hui, mais pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il n'y avait tout simplement aucun moyen de les sauver. L'infanticide est attesté dans de nombreuses sociétés humaines anciennes, même si son ampleur réelle reste vivement débattue par les chercheurs aujourd'hui. Dans certains groupes, une mère qui ne pouvait pas nourrir un nouveau-né,
parce qu'elle allaitait encore un enfant plus âgé, a fait un choix que nous peinons à nommer aujourd'hui. Ce n'était pas de la cruauté, c'était un tri né d'une pénurie inimaginable. La rareté des ressources imposait ses calculs partout. Si une bande avait trop de bouches à nourrir et pas assez de vivres, certains mouraient de faim. Les mathématiques étaient impitoyables et anciennes. Et puis il y avait les prédateurs, qui rôdaient à chaque lisière du campement. Les humains sont ce que les scientifiques appellent aujourd'hui un super prédateur, au sommet de chaque chaîne alimentaire dans laquelle nous entrons. Mais il y a 300 000 ans, nous étions souvent des proies nous-mêmes. Les léopards emportaient des enfants. Les hyènes aussi emportaient des enfants. Les grands félins rôdaient aux abords de chaque campement. Les vestiges fossiles portent parfois des marques de crocs sur des crânes d'enfants. C'est le monde dans lequel nos ancêtres élevaient leurs bébés. La population survivait, oui, mais elle perdait sans cesse des êtres chers. Chaque génération qui traversait une forêt paléolithique avait en moyenne perdu des frères et sœurs, perdu des cousins, perdu ses propres enfants. La perte était ambiante. La perte était le climat. Ce qui soulève une question plus dérangeante sur l'amour et l'attachement dans l'Antiquité. Aimaient-ils vraiment leurs enfants comme nous aimons les nôtres? Si la moitié mourait, pourriez-vous rester attachés? Longtemps, les historiens ont soutenu que les parents de l'Antiquité gardaient une distance émotionnelle avec leurs jeunes enfants, car les risques de les perdre étaient si élevés, que la parentalité était une transaction prudente, jusqu'à ce qu'un enfant semble susceptible de survivre. De nouvelles données montrent que c'est faux, ou du moins c'est trop propre. Regardez les sépultures. Les tombes anciennes de jeunes enfants sont déchirantes. Des jouets déposés à côté d'eux, des perles, des éclats d'ocre, ce pigment rouge que les humains ont répandu sur leurs morts pendant des millénaires. Des corps disposés avec soin, recroquevillés comme s'ils dormaient, bercés par les pierres, tendrement arrangés comme s'ils méritaient encore d'être aimés. Il existe des sépultures néandertaliennes où des études montrent des enfants inhumés avec des offrandes funéraires, des fleurs peut-être, de petits outils, un soin délibéré. L'attachement est plus ancien que l'agriculture, plus ancien que le langage tel que nous le connaissons, probablement plus ancien que notre espèce elle-même. Une mortalité élevée ne signifiait pas une distance émotionnelle, cela signifiait quelque chose de plus difficile, aimer farouchement, tout en sachant que la perte était probable. Les parents d'autrefois n'étaient pas des robots, c'étaient des êtres humains, serrant contre eux de petits êtres fragiles, sachant qu'ils pouvaient les perdre. L'amour coexistait avec l'acceptation de la perte. C'est une combinaison pour laquelle notre culture moderne n'est plus vraiment faite. Nous considérons la mort de tout enfant comme un scandale, une indignation, un échec de l'ensemble du système moderne. Dans le passé lointain, c'était une blessure que l'on apprenait à porter, parce que tous ceux qui vous entouraient portaient la même. Alors, comment tout cela a-t-il discrètement façonné l'enfant que tu étais, tout au fond de toi? Voici ce qui relie le tout. Tout ce qui semble étrange dans l'enfance ancienne n'est pas séparé de vous. La négligence, la parentalité partagée, la compétence précoce, les pertes, tout cela a façonné ceux qui ont réellement survécu. Tu es le descendant des enfants qui ont survécu, chaque trait filtré par leur survie brute. L'enfance prolongée est le véritable super-pouvoir de notre espèce. Les humains ont la plus longue période de dépendance de tous les animaux vivants. Les chimpanzés sont pratiquement indépendants dès 5 ou 6 ans. Les enfants humains, eux, ont besoin de nombreuses années de soins bien au-delà. Pourquoi? Parce que notre cerveau est énorme. Un grand cerveau a besoin d'une longue période sécurisée pour vraiment tout apprendre. Le langage, l'usage des outils, les règles sociales, les stratégies de chasse, la connaissance des plantes, rien de tout cela n'est vraiment instinctif. Tout cela doit être téléchargé lentement depuis d'autres humains qui se tiennent patiemment juste là, à côté de vous. Ce long téléchargement ne fonctionne que si l'enfant survit pour le recevoir. L'évolution a mis en place des systèmes pour en garder au moins quelques-uns en vie. Élevage coopératif, allo-parents, des grands-mères dont la longévité s'étend bien au-delà de la ménopause, toute une architecture du soin qui fait tout simplement défaut aux autres grands singes. Et cette architecture a façonné nos esprits en retour.
L'élevage coopératif est une théorie majeure pour expliquer l'empathie propre à l'être humain. La capacité de modéliser ce que pense un autre, de partager l'attention, d'enseigner directement à un autre esprit. Impossible d'élever un enfant dans un village partagé sans lire dans les pensées des autres. C'est là que le cerveau social a grandi. Même notre anxiété fait partie de cet héritage. Ce léger bourdonnement d'inquiétude parentale, cette vigilance, cette écoute attentive, l'imagination du pire, ce n'est pas un défaut de la parentalité moderne, c'est une caractéristique ancienne et héritée. Il maintenait suffisamment de nourrissons en vie dans un monde dangereux. Les parents qui s'inquiétaient un peu plus en gardaient un peu plus. Ils ont gardé un peu plus de leurs enfants. Leurs gènes ont survécu. Les vôtres aussi. Vous existez parce que des enfants ont survécu de justesse. Relis bien. Chacun de tes ancêtres dans ta lignée, c'était l'enfant qui ne s'est pas noyé, qui n'a pas eu faim, qu'on n'a pas emporté. Il n'a pas été emporté par le léopard, il n'a pas perdu à pile ou face au froid brutal du premier hiver. Ton existence est une succession de coïncidences extrêmement improbables. Et cela change le regard que tu portes sur la parentalité moderne d'aujourd'hui. Parce que regardez ce qu'est réellement l'enfance moderne aujourd'hui. Statistiquement, elle est plus sûre que n'importe quelle enfance dans l'histoire de l'humanité. Les vaccins, l'eau potable, les services d'urgence, les sièges auto, les moniteurs pour bébés qui suivent discrètement une petite poitrine qui se soulève et retombe. Un enfant qui naît aujourd'hui dans un pays à revenus intermédiaires a des chances de survie qui sembleraient magiques aux mères du Paléolithique. Mais elle est aussi plus solitaire et plus surveillée. Et plus isolée du village que notre cerveau attend toujours. Les parents modernes élèvent surtout leurs enfants seuls. Famille nucléaire, parfois monoparentale, les grands-parents dans une autre ville, les tantes qu'on voit 2 fois par an. Le réseau d'alloparents qui a soutenu notre espèce pendant des centaines de milliers d'années s'est réduit à presque rien. Les enfants jouent moins avec des groupes d'âge mélangés. Dans une tribu ancienne, un enfant de 4 ans passait la journée avec des enfants plus âgés. Ils apprenaient en observant des plus grands et en enseignant aux plus jeunes. Aujourd'hui, les enfants sont répartis par âge précis dans des salles de classe. La structure naturelle de l'apprentissage a disparu. Et la surprotection est le revers de cette même pièce historique que nous avons retournée. Nos ancêtres nous sous-protégeaient d'une manière qui nous horrifie aujourd'hui. Nous les surprotégeons d'une manière qui déconcerterait vraiment nos ancêtres. Un parent moderne qui laisse un enfant de 5 ans marcher seul jusqu'au coin de la rue peut réellement faire l'objet d'une enquête des autorités aujourd'hui. Un parent qui laisse un enfant de 9 ans manier un vrai couteau attire les regards. Quelque part dans ce basculement, nous avons perdu les gardiens. Je ne dis pas qu'il faut recréer l'enfance antique. S'il vous plaît, ne recréez pas l'enfance antique. Mais empruntons-en quelques éléments. Plus d'adultes de confiance dans la vie d'un enfant, pas moins. Plus de jeux entre âges différents, plus de vraies tâches, plus d'acceptation du risque maîtrisé, un meilleur partage de la charge au sein du véritable village, quelle que soit la forme que ce village prend pour vous aujourd'hui. La vraie question n'a jamais été la survie. Cela, nous l'avons résolu. Ce qui compte, c'est ce que grandir construit véritablement en nous. L'enfance ancienne façonnait des adultes capables d'affronter un monde hostile avec une petite panoplie d'outils et un immense groupe. L'enfance moderne façonne quelque chose de différent. Des enfants avec une somme immense d'informations, peu de responsabilités, une sécurité sans limite et bien peu de liens communautaires autour d'eux. Aucun n'est complet. Chacun est étrange à sa manière. Une dernière chose étrange avant de partir. Chaque instinct parental que vous avez, les vérifications, les inquiétudes, cet amour protecteur et féroce, l'épuisement sans fin et constant qui vous habite. Cette envie de confier le bébé à quelqu'un pendant 10 minutes, tout cela façonné par des forêts anciennes et des campements ancestraux. Vous exécutez un logiciel paléolithique dans un monde moderne. Bien sûr que vous êtes épuisé. Ce logiciel s'attendait à 15 autres adultes. Chaque enfant fait tourner le même vieux logiciel. Programmé pour faire confiance à un groupe. Programmé pour apprendre des plus grands. Programmé pour tester de petits risques. Programmé pour une enfance que, d'une certaine manière, ils n'auront jamais la chance de vivre. Quand les enfants d'aujourd'hui semblent agités, s'ennuient ou réclament des responsabilités, c'est une programmation ancestrale qui tourne dans le mauvais environnement. Les enfants qui ont survécu nous ont façonnés. Leur négligence, leurs compétences, leurs gardiens partagés,
leur chance brutale, tout cela a écrit notre espèce. Et chaque génération depuis n'a cessé d'écrire, avec une encre légèrement différente. Alors la prochaine fois que vous voyez un petit enfant, le vôtre, celui d'une nièce ou le bambin d'un inconnu dans une épicerie, rappelez-vous ce qu'ils sont vraiment, au fond. Pas fragiles, pas impuissantes. Une conception très ancienne, vêtue d'une tenue moderne, portant en elle des milliers d'années de sang de survivants, étonnamment résilients, étonnamment aimés. Et pourtant, d'une certaine manière, ils ont encore besoin du village que nous avons oublié de préserver. Si cela vous a intéressé, restez avec moi. Je veux maintenant explorer comment les peuples anciens dormaient réellement. Ce n'est pas ce que vous croyez, et cela pourrait changer votre façon de dormir ce soir. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de questions. Je fais ces vidéos parce que je veux vraiment connaître les réponses, et c'est plus amusant de les trouver avec des gens curieux. Dis-moi en commentaire, quel fait t'a le plus surpris? Les alloparents? L'infanticide? Les enfants armés de lames? Je lis chaque commentaire et je suis curieux de savoir